Bonjour, dans cette capsule-ci, je vais regarder les deux erreurs opposées que constituent le scientisme et l'hyperrelativisme. La capsule fait suite à celle sur les types de jugement, tout simplement parce que l'erreur du scientisme tire son origine d'une confusion entre les jugements de valeur et les jugements de fait, et l'erreur de l'hyperrelativisme tire son origine d'une confusion entre les jugements de préférence ou de goût et les jugements de valeur. Donc, vous avez ça dans votre cahier à la page 8. Vous pouvez vous y référer. Les notes qui sont indiquées sont un peu rudimentaires. Vous pouvez en ajouter au besoin. Je commence avec l'erreur du scientisme. Qu'est-ce qu'on appelle le scientisme? Ce n'est pas la science, c'est plutôt la croyance selon laquelle la science peut ou pourrait répondre à toutes les questions, y compris des questions de valeur ou des questions éthiques ou des questions morales. Dans le scientisme, donc qui est une croyance, c'est pas du tout la science, c'est plutôt cette croyance-là, bien, l'erreur vient du fait que on pense que les jugements de fait, à eux seuls, établis par la science, par exemple, peuvent établir ce qui est éthiquement valable ou pas. Pourquoi est-ce que là, erreur? Bien, tout simplement parce que la science, pour rester dans son domaine, pour être réellement de la science, peut traiter seulement que des jugements de fait. Si la science n'est plus dans les jugements de fait, elle n'est tout simplement plus dans son champ d'étude, dans son domaine d'étude. Les jugements de valeur, comme on l'a vu, peuvent s'argumenter, peuvent être controversés et surtout ne reposent pas seulement et uniquement sur des faits. Donc, c'est pas une erreur nécessairement de faire intervenir des faits. Ça peut être tout à fait pertinent. Dans une précédente capsule, quand j'avais parlé, par exemple, c'est la capsule sur le rapport entre éthique et droit, que j'avais parlé de considérations sur la définition de la mort qu'on veut retenir pour les greffes d'organes. Bien, c'est sûr qu'il faut, au niveau factuel, savoir qu'est-ce que c'est que l'arrêt cérébral, qu'est-ce que c'est que l'arrêt de la conscience, qu'est-ce que c'est la mort biologique. On peut faire intervenir des faits, on peut même se référer lorsque c'est pertinent à la science. En soi, c'est pas nécessairement problématique. C'est pas toujours pertinent, mais pour traiter d'un sujet, il est en tout cas pertinent de connaître les données relatives à ce sujet-là. Là où il y a erreur, c'est de penser que la science elle-même peut répondre aux questions morales. C'est une erreur parce qu'on prétend que les faits à eux seuls répondraient au jugement de valeur. C'est confondre, dans le fond, les deux types de jugement. Je vous donne un exemple de ça pour l'illustrer. Vers la décennie des années 1970, il y a eu certains sociobiologues qui ont tenu des propos qui relevaient du scientisme et qui étaient inadmissibles. Donc, quelques-uns, là, c'est pas tout, c'est pas répandu, c'est qu'un exemple, là. Mais si vous regardez dans des livres d'histoire de sciences, vous allez pouvoir trouver ça. La sociobiologie, c'est une discipline scientifique, à prétention scientifique, qui veut établir des liens entre des aspects biologiques et des comportements, donc sociaux, biologie, en fait, je devrais dire dans l'autre sens. Donc, jusque-là, ça va. Certains sociobiologues ont voulu étudier le viol chez les canards. Je ne sais pas exactement quel est l'intérêt de l'étude, mais je ne me suis pas penché là-dessus, mais bon, l'étude peut être faite. Et ces sociobiologues-là avaient constaté que le viol, semble-t-il, là, c'est pas mon domaine, mais semble-t-il que le viol est répandu chez les canards, entre autres. Jusque-là, bon, si c'est descriptif, OK. Là où il y a eu erreur du scientiste, c'est que certains d'entre eux prétendaient que puisque le comportement de viol se retrouve dans la nature et chez les animaux,
Donc, ce serait quelque chose de naturel, de normal, donc qui devrait être accepté socialement pour ne pas brimer la nature. Là, je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer pour beaucoup pour que vous voyez que ça n'a juste pas d'allure. C'est pas parce que quelque chose peut s'observer dans la nature ou chez les animaux que c'est nécessairement admissible qu'on voudrait l'accepter ou le tolérer. Donc ça, cette erreur-là tire son origine de la confusion entre ce qu'on peut observer au niveau factuel et ce qu'on doit accepter comme comportement ou comme état de choses ou comme projet, etc. Donc l'erreur du scientiste consiste à confondre, dans le fond, les observations factuelles et les normes morales où on accepte ou on n'accepte pas une chose. Donc, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est acceptable pour autant. L'autre erreur, l'hyperrelativisme, bien, se situe à l'opposé. L'erreur de l'hyperrelativisme consiste à dire, en quelque sorte, puisque les jugements de valeur ne peuvent pas être établis par la science ou seulement par les faits, ce qui serait l'erreur du scientiste. Donc, tout est absolument relatif. Et là, lorsque je mentionne l'erreur de l'hyper-relativisme, c'est une forme assez extrême, hyper, de relativisme. Donc, ce n'est pas simplement l'idée que les normes peuvent varier d'une société à l'autre, qu'il y a des choses qui sont relatives à la culture, à des habitudes de vie, etc. Donc, juste un relativisme modéré peut toujours trouver ses défenseurs, peut s'argumenter. Ça pose aussi des problèmes parce que ça revient à dire que il est vrai qu'il n'y a pas de vérité. Il y a comme une contradiction logique là-dedans, mais le simple relativisme peut toujours s'argumenter. Ici, l'erreur dont il est question, c'est une forme assez forte de relativisme, donc on appelle l'hyper-relativisme, où on vient en quelque sorte dire que puisque ça ne peut pas être établi factuellement ou objectivement, tout est mis à plat selon les cultures et que tout peut varier et que donc il ne peut plus vraiment y avoir de normes morales ou éthiques. Pour mieux le comprendre, l'hyper-relativisme, j'y vais avec deux exemples. Je pense qu'avec les exemples, on va mieux voir en quoi c'est réellement problématique ou une erreur, l'hyper-relativisme. Ici, je dois vous prévenir, les exemples que je vais vous donner sont vraiment difficiles à entendre, ne sont vraiment pas agréables à entendre. Et si vous craignez d'avoir le cœur trop sensible, puis vous pouvez passer par-dessus le reste de la capsule où je mentionne ces exemples-là. Je me disais que si j'y vais juste avec des exemples fictifs, la difficulté, c'est que ça puisse avoir l'air d'un épouvantail pour faire peur, de dire il ne faut pas aller dans l'hyper-relativisme. Donc, il m'a semblé peut-être plus porteur de prendre des exemples réels qui ont déjà eu lieu ici au Québec. Donc, ça va être des exemples réels, mais puisque c'est des cas qui entraient dans l'erreur ou la dérive de l'hyper-relativisme, c'est malheureusement pas facile à entendre. Je vous donne le premier exemple qui a eu lieu en 1994. La juge Raymonde Véro avait à porter un jugement sur des accusations de viol chez une fillette de 9 ans. Et l'homme accusé, donc c'était sa belle-fille. Au terme de tout le déroulement, jugement de culpabilité. C'est établi, il a commis l'acte abominable. Jugement de culpabilité. Jusque-là, on n'est pas dans l'hyper-relativisme. Jugement de culpabilité a été rendu. Par contre, là où il y a eu hyper-relativisme, c'est
dans la sentence et surtout dans les considérations qui accompagnaient la sentence. L'homme est reconnu coupable de viol chez la fillette de 9 ans et il a été condamné à 23 mois de prison. 23 mois de prison, c'est extrêmement bref. Et le plus troublant, c'est lorsqu'on regarde certaines considérations qui étaient énoncées par Madame la juge, où elle mentionne, par exemple, que pour cet homme-là, dans son horizon culturel, il semblait que la virginité était extrêmement importante et lorsqu'il avait commis l'acte abominable, il l'avait sodomisé et donc préservé sa virginité. Là, il y a quelque chose qui est troublant, pour dire ça comme ça, que ça puisse, qu'un facteur comme ça puisse entrer comme facteur atténuant. Là, on est dans l'hyper-relativisme, comme si tout simplement des variations culturelles pouvaient faire varier ce qui semble acceptable ou non. Autre exemple qui a aussi eu lieu ici au Québec, c'est en 1998 avec la juge Monique Dubreuil. C'est un cas un peu similaire. Elle devait rendre un jugement sur une accusation de viol collectif. Même chose, au terme jugement de culpabilité, c'est établi, les individus accusés sont reconnus coupables. Et là aussi, là où apparaît l'hyper-relativisme, c'est dans la sentence, mais surtout les commentaires qui étaient autour de la sentence. Cette fois-là, c'est une peine d'emprisonnement de 18 mois seulement. C'est extrêmement bref, là aussi, 18 mois pour un viol collectif. Et dans les considérations, Madame la juge mentionnait que ces deux hommes-là étaient d'origine haïtienne et que ça semblait être pour eux acceptable dans leur relation homme-femme. Là, je pense que vous voyez vite, ou en tout cas vous devinez vite que ça soulevait une très grande polémique. Je pourrais vous mettre des extraits là, de journaux où il y en était question. Si vous faites des recherches aussi sur Internet, vous allez pouvoir trouver des informations, mais plusieurs choses choquantes là-dedans, la sentence, la considération, mais aussi les insinuations, là, comme si leur origine, leur lieu de naissance, comme si c'était un endroit où c'était répandu, que c'était accepté, que c'était acceptable, que c'était comme un sport national. En plus de l'hyper-relativisme, bien, ça véhicule des préjugés. Et évidemment, vous doutez là, qu'il y a eu des voix qui se sont levées contre ces cas-là. Je ne vais pas plus loin là-dedans, mais je pense que, et c'est malheureusement le petit bout, là, pas facile à entendre, mais je pense que ça permet de bien voir très, très, très clairement en quoi l'hyper-relativisme est un problème. En quoi est-ce que ramener toute la morale seulement uniquement qu'à des coutumes ou seulement uniquement qu'à des cultures ou seulement uniquement qu'à des profils psychologiques ou seulement uniquement qu'à des habitudes de vie ou seulement uniquement qu'à le contexte historique. Je pense qu'on peut voir au travers de ces exemples réels mais très malheureux en quoi l'hyper-relativisme est intenable et aberrant d'un point de vue moral, éthique. Pour les prochaines capsules, ça va être plus joyeux, plus heureux.